Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui j'ai le bonheur de recevoir Richard Turcotte. Bonjour Richard, Allô? comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, super bien. Et j'ai envie de te présenter un peu mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas ailleurs dans le Canada. Alors, Non par non, là, ça va être long. Il y en a beaucoup. Mais tu as été animateur avec Les Grandes Gueules pendant longtemps. Oui, diffusé partout au Québec pendant... Moi, j'ai été 10 ans en fait, sur une période de 12 ans. Il y a eu une petite pause de 2 ans. Puis, eux ont fait l'émission pendant 20 ans. Fait que j'ai été là la moitié de leur vie. Et là, c'est un peu plus tranquille parce que là, tu fais plus de radio. T'en as fait un peu il y a pas longtemps à Rouge FM à Sherbrooke. Exactement. J'arrive de là, après presque. Et puis, c'était le fun de revenir. Moi, je viens de Sherbrooke, donc de revenir dans mon patelin. J'ai trouvé ça vraiment agréable de pouvoir aller dîner avec mes parents, aller jouer au hockey avec mon filleul, souper chez mon frère. C'est vraiment un retour aux sources intéressant. Puis surtout que j'avais le temps de le faire parce que j'étais physiquement là à longueur de semaine. Puis ça a duré un mois et une semaine. Donc j'ai vraiment eu le temps de rebaigner dans mon estrie natal. Et Tania aussi, ça commence bien sur les ondes de V pendant un certain temps. 2 ans, oui. En fait, on l'a monté, le show. J'étais particulièrement fier de cette émission-là parce que les producteurs sont venus me chercher et ont dit « On va faire une émission alentour de ta personnalité ». Donc, on a bâti l'équipe dans cette idée-là. Puis ça a été 2 superbes années. Et là, t'animes Les Pires Chauffeurs. Les pires chauffards, c'est encore pire. Les pires chauffards québécois à Z pour une... On est en train d'enregistrer présentement la 3e saison, puis on va enregistrer la 4e très bientôt aussi. T'as beaucoup de plaisir à faire ça? Ah, ça, c'est malade. Ça, j'arrive tout juste, je viens de passer le week-end à faire ça. C'est vraiment... ça aussi, c'est une équipe technique où le bonheur règne. On travaille fort, on a des grosses journées, mais vraiment, on s'amuse. Puis à travers ça, ce qu'on veut aussi, c'est de faire en sorte que les gens deviennent meilleurs au bout de l'émission, meilleurs chauffeurs. Puis c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens pour qui c'est un petit peu une cause perdue. On se demande comment ils ont eu leur permis de conduire. Ah, c'est tout le temps la première question que les gens me posent. En fait, il y a 3 questions que les gens me posent. La première, c'est-tu arrangé, ça, cette émission-là? Tu là... Non, c'est pas arrangé. C'est pas des comédiens? Non, c'est pas des comédiens. Où est-ce qu'ils ont eu leur permis de conduire? Ah, ben là, c'est ça. Nous autres, on n'est pas la SAC, hein? On est une émission de télé. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi. Puis la 3e, c'est souvent... vous brisez donc bien les belles autos, vous devriez nous les donner. Puis à ces gens-là, je réponds souvent, ouais, mais c'est quand la dernière fois que vous avez appelé à Hollywood pour leur dire, hey, dans Fast and Furious, là, vous avez donc bien brisé des autos, vous appelez pas, vous avez peur de faire un interurbain ou quoi? Parce qu'il y a des gens vraiment qui se plaignent de ça. Qui disent, vous brisez des belles autos, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ce qu'on fait, c'est pas des si belles autos que ça. Ils sont plus belles qu'ils sont bonnes à l'intérieur du capot, si on veut. OK. Et là, à l'automne, tu as publié ton premier livre. Oui, être l'artiste de sa vie. On le dit ensemble, être l'artiste de sa vie. Ouais. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais envie de publier un livre? Pas tant. Ça n'a jamais été un rêve? Je sais pas, en fait. C'est difficile à dire parce que j'ai toujours écrit un peu. Mais sous quelle forme? C'était un peu ça qui me titillait. J'écrivais des poèmes quand j'étais plus jeune. C'était un peu naïf, mais c'était correct. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Christian Sbroca, puis on a vraiment... On a eu un coup de foudre amical ensemble et professionnel. Donc, on est devenus des partners. On a écrit de la musique, composé de la musique ensemble. Donc, je me suis dit, la musique, ça, j'aime le concept de comment écrire. C'est une façon d'écrire, hein, des chansons. Donc, je me suis beaucoup basé là-dessus dans les années qui ont suivi. Et puis après ça, ben, je sais pas, le livre, ça vient souvent de conversations qu'on avait autour de la table, au souper, puis les gars disaient, des chums qui viennent souper, on prend un verre de vin, on jase, on philosophe sur la vie, puis souvent, je sais pas, j'y allais de conseils, puis je sais pas, j'y allais selon la conversation. Puis plus tard, les gars me disaient des fois, hey, j'ai pensé à toi quand il est arrivé telle affaire, puis ça a marché. Puis là, je me disais, ouais, il y a peut-être quelque chose en arrière de l'espèce de façon d'essayer de s'améliorer, puis peut-être que j'ai quelque chose là-dedans à exploiter. Et ce qui est le fun, parlons des chansons. Chacun des chapitres se termine avec une chanson que tu as écrite. Ben, je me disais, si je suis pour parler de création ou si je suis pour parler d'émotion ou de façon de s'exprimer dans la vie, ben, les chansons sont toutes désignées. Puis comme je l'ai déjà fait, puis que je connais la façon, en tout cas d'une certaine façon, d'aller dans
les entrailles d'une chanson, d'un texte, pourquoi pas le partager? Et moi, ce que je me rappelle dans ton livre, c'est que tu dis de dire aux gens, mettons tes rêves, de Oui. le dire à plus de gens possible pour que ça t'aide à te pousser à les réaliser. Ben oui. Je sais pas si je le dis exactement comme tu le dis dans le livre, mais... Ben, c'est que j'ai l'impression que ce que ça fait, c'est que ça donne des petits soldats qui travaillent pour toi. Puis ça va tester aussi ton entourage. Puis des fois, les gens, ils vont te dire, OK, ouais, tu rêves de faire ça, ben, as-tu pensé ça? As-tu pensé à poser tel geste pour y arriver? Des fois, ça va te challenger. D'autres fois, ça va te pousser. Puis d'autres fois, ça va te faire dire, ouais, ces personnes-là, je vais peut-être les éloigner un petit peu parce qu'ils vont m'empêcher d'y arriver parce qu'ils ont... Il y a des briseurs de rêves. Ah oui, oui, ça, c'est genre... J'ai écrit une chanson là-dessus, là, qui... Voleur de rêve, pour moi, c'est incroyable, là, des gens qui te cassent les deux jambes avant même que tu puisses marcher, là, tu sais. Fait que, oui, ça te permet de faire le ménage, puis de continuer d'avancer, puis il y a des gens, à un moment donné, qui vont penser à toi parce que tu leur as dit, justement. Ils vont te donner juste un petit conseil ou juste, hey, j'ai rencontré telle personne, appelle-la, elle connaît un autre qui pourrait t'aider, et ainsi de suite. Simplement, t'envoies ça. C'est une façon de faire travailler l'univers alentour de toi. Et la preuve, c'est qu'avec ton travail aussi, tu voulais faire ça depuis longtemps, le métier Oui. d'animateur, et tu l'as lancé dans l'univers à plusieurs reprises, et finalement, c'est arrivé après un certain temps. Exact. Alors, je le disais à tout le monde que je voulais être animateur. Je travaillais dans un garage. Je changeais l'huile des voitures, je lavais les autos, je changeais les pneus et tout ça. Puis les gars avec qui je travaillais dans le garage, ils savaient que je voulais être animateur radio, puis que je travaillais là-dessus. Et puis même que je travaillais sur des voitures d'animateurs de radio parce que la station était vraiment pas loin, la station dans mon coin, qui était la station Énergie à l'époque. Puis j'étais tout gêné de faire le changement de pneus de Nicolas Lefebvre avec qui j'ai travaillé le mois passé. Puis je lui racontais ça encore, puis il trouvait ça bien drôle de savoir que c'était moi le petit cul qui changeait son huile, puis que je me disais un jour, je vais travailler là, tu sais. Puis je les voyais comme plus grands que nature. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, ayant perdu ma job au garage parce que j'avais changé de poste, ils m'avaient mis à la caisse ou quelque chose du genre, puis j'étais méga poche, là. Alors, après ça, ils m'ont remercié. Ils ont bien fait, d'ailleurs. Puis suite à ça, ben, c'est là où j'ai commencé à entamer d'autres procédures pour y arriver. Puis c'est arrivé. Avec l'acharnement, puis avec les efforts que tu as mis, ça a finalement fonctionné. Ouais, puis j'ai pas suivi une route qui est vraiment toute tracée d'avance. Puis je vis quelque chose de particulier présentement avec mes enfants parce que ma fille Juliette a 16 ans, puis mon garçon Raphaël a 19 ans. Raphaël, il y a 2 ans de cégep de fait, mais il a changé si on veut, de branche à travers tout ça. Donc, il n'a pas terminé encore le cégep. Puis là, il veut s'en aller faire un DEP, diplôme d'études professionnelles, mais il n'a pas terminé son cégep. Fait qu'évidemment que nous autres, en tant que parents, ça nous brise un peu parce qu'on se dit, ben non, mais pourquoi tu termines pas ton cégep avant? Tu verras après, tout ça. Mais je me rappelle toujours à l'arrière que moi, j'ai pas suivi le chemin précis. J'ai pas fait le cégep tout le long. J'ai pris des cours privés pour y arriver. C'est un peu ça que j'essaie de... Il faut que je me parle là, en tant que père. Il faut que je dise, il va faire son chemin. Il faut que je croie. Puis je dis souvent à ma blonde, moi, je crois plus en nos enfants qu'au système d'éducation. C'est dur de faire un choix quand on sort du secondaire, à savoir ce qu'on veut faire le restant de notre vie. Puis oui, tu peux changer de branche dans la vie, puis tu verras. Ma blonde a étudié en communication. Aujourd'hui, elle travaille en technique informatique. J'ai une amie qui a étudié pour travailler dans les dents, puis elle travaille dans les pieds. Fait que, tu dis, ouais, la vie n'est pas toute tracée d'avance. Là. Chacun a son chemin. Et tu parles de ta blonde et t'en parles beaucoup dans le livre, de comment tu l'as rencontrée. Comment je l'ai rencontré, votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse. Ben, c'est que j'avais je veux pas dire un personnage, mais dans les grandes gueules, qu'on avait surnommé Rick le romantique. Puis je racontais des anecdotes de choses romantiques que je faisais pour ma blonde. Des mises en scène que je fais. Puis les gars, souvent, les grandes gueules, ils disaient « Arrête, tu nous fais mal paraître! » Ça faisait rire le monde, puis ça marchait bien à la radio. Fait que je me suis dit, ben, si ça peut inspirer des gens... J'ai entendu dire des gens qui disaient « Ouais, on dirait que Richard Turcotte, il se vante dans le livre. » Mais si je suis pour me vanter pour des beaux gestes que j'ai posés, des mises en scène que j'ai faites par amour pour ma blonde, OK, vous pouvez le prendre comme ça, mais je le vois plutôt de l'autre façon, moi, c'est-à-dire que si ça peut inspirer, ne serait-ce qu'un petit peu quelqu'un, et surtout des couples où
Ben, Mais go! c'est comme ça qu'on garde la flamme allumée tout ce C'est temps-là. ce que je pense aussi. Mais j'explique, il n'y a pas juste les grandes mises en scène que j'explique dans le livre que je décode, il y a aussi les petits gestes. Et je trouve que on devrait s'attarder beaucoup plus sur les petits gestes que les gros, parce que les gros, c'est toujours un peu spectaculaire, mais tu peux pas passer toujours tes journées à organiser des grosses mises en scène pour ton amoureux, ton amoureuse, parce qu'à un moment donné, ça va être un petit peu artificiel. C'est-à-dire que le quotidien, c'est là où ça se travaille le plus, un couple. Puis, après avoir écrit le livre, c'est vraiment ça qui m'est tombé dessus, c'est le quotidien. Il faut tellement en prendre soin parce que c'est super traître, hein? On voit pas arriver, on voit pas s'installer l'espèce de façon blasée de regarder le quotidien, puis après ça, ben on sait pas pourquoi, on s'est complètement éloigné, puis on s'en veut pas, on s'est rien fait de mal, mais on n'est plus là, on n'est plus sur la même page. Donc, c'est à tous les jours que ça se travaille, ces petits gestes-là. Et ça me fait penser que ta blonde est réceptive aussi aux attentions que tu portes, parce que c'est pas tout le monde qui est réceptif à ça non plus, là. Oui, c'est un match, hein. J'ai pas tout le mérite là-dedans, loin de là, j'en ai 50%. Puis elle est tellement une bonne cliente que je le dis cliente, c'est pas péjoratif, elle accueille ça, là. À bras ouverts. Ah oui, puis elle aime ça. J'aurais pas été capable d'être avec quelqu'un qui aime pas les surprises, par exemple. Ou mon ex, elle était comme ça, elle remarquait toujours les petites affaires qui marchaient pas dans ma mise en scène, tu sais. Puis je me disais, ouais, mais écoute, si c'est toujours comme ça, à un moment donné, je vais me décourager. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, tant mieux si je peux avec l'autre, et puis que là, je suis avec une femme qui sait apprécier ça. Moi, ça me donne des ailes. La preuve, quand t'es rendu à en parler dans un livre, il faut croire que a bien fait son travail. Et on te dit avec les auditeurs, est-ce que tu vas en raconter un geste romantique que tu as fait pour ta copine? Ben, allons-y juste avec la demande en mariage. On faisait à l'époque, à la radio, en Estrie, des défis. Donc, on se donnait des défis, mais moi, j'ai organisé un défi dans un défi. En fait, là aussi, il y a une petite mise en scène. Et ils m'ont lancé le défi, mes collègues, d'aller piloter un avion. OK, parfait. Mais ce que les gens ne savaient pas, les auditeurs, c'est qu'en sous-carte, moi, j'avais organisé une demande en mariage à ma blonde. Donc, ma blonde n'était pas au courant. Et j'ai survolé ma maison en avion avec l'aide d'un autre pilote. Mais quand est venu le temps de survoler ma maison, c'est moi qui étais aux commandes. Parce qu'une fois dans les airs, ça se pilote relativement bien, un petit avion. Bon. Et là, par le biais de la radio, on a appelé chez nous. Donc, les auditeurs entendaient toute la conversation. Et c'est là où j'ai demandé à ma blonde de sortir dehors. Elle sort dehors. Je dis, vois-tu quelque chose dans le ciel? Elle dit, oui, un avion. Oui, ben c'est ça, c'est moi qui est présentement au-dessus. Elle dit, quoi? C'est quoi cette affaire-là? Oui, je pilote l'avion au-dessus de chez nous. Là. Puis, bon. Et là, après ça, j'ai fait la grande demande. Puis elle dit, mais t'es complètement fou. Oui, je veux t'épouser. Puis là, j'avais booké mes parents qui étaient au coin de la rue. Puis là, je dis, quand la grande demande commence, arrivez en auto, puis arrivez avec l'appareil photo, puis prenez une photo de ça pour immortaliser le moment. Ben, c'est ce qui est arrivé. Donc, la demande a été faite, la musique, tout le monde était content, c'était beau. Ben, croyez-le ou non, moi, ça fait 20 ans que je suis marié, et encore, à ce jour, j'en entends parler. Il y a encore des femmes, surtout des femmes qui viennent me voir dire « C'est toi qui as demandé ta blonde à la radio en mariage. Oh my God, j'ai tellement pleuré. » Donc, il faut croire que ça... Ben, c'était fait avec cœur, évidemment. C'était fait avec toutes les meilleures raisons du monde. Après, on est encore en amour, puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais c'est une des choses que j'ai faites pour elle, ou la réveiller en pleine nuit en lui disant ben viens-t'en, genre à 3h du matin. Ben, elle dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais ta valise, on sera pas là pendant 3-4 jours. Là, c'est pas. Je dis pas où on s'en va jusqu'à temps qu'elle voit où on se retrouve à l'aéroport. Puis là, on est allé à Las Vegas comme ça, à Chicago, en tout cas. Mais une des fois très romantique, c'est où. C'est trop long mon affaire? Non, vas-y. Okay. Je l'avais amené voir une comédie musicale, je pense que c'était Roméo et Juliette. Puis à la fin, c'était l'heure du rappel. Je dis non, viens-t'en. On prend un taxi, je l'amène à la gare, et déjà dans le wagon de notre train, il y avait nos valises. Puis là, on est parti pour Toronto. On a couché dans le train parce que c'était un wagon couchette. Fait que tout était préparé, les valises, tout. Puis on est allé passer 24 heures à Toronto. On est revenu, souper, 5 services, dans le retour. Et puis, en clignant des yeux, on avait eu 24 heures de peu bonheur, mais quand t'as de jeunes enfants, 24 heures, c'est bien, surtout si t'es ailleurs pour aller te ressourcer. Si tu me permets, Richard, on s'arrête et au retour, on continue de parler de ton livre et de toi. Mais non, ça allait bien, là.